faut peut-être le dire, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a 10% des lits de maisons de retraite en France qui sont vides. Bah, pas chez moi. En tout cas, il y a déjà quelqu'un qui vient dans la chambre du résident et qui lui demande comment il va, qui le regarde dans les yeux et qui s'intéresse à lui. Et surtout, c'est que la scène est au milieu de la maison de retraite. Donc tous les jeudis, d'office, il y a spectacle. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger des lignes, chaque jour, à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr, et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Aujourd'hui, j'explore un secteur d'activité qui a fait scandale il y a quelques mois, les maisons de retraite et la manière dont on prend soin de nos aînés. Et puis j'ai rencontré Florian Roger. Florian est le directeur de la Mélodière, qui gère les 2 derniers EHPAD indépendants de Seine-et-Marne. Avec ses équipes, il accueille près de 180 résidents et résidentes et il les chouchoute. Pour cela, Florian a créé un vrai projet d'entreprise tourné autour d'une seule mission, prendre soin de ses résidents et de ses résidentes, c'est-à-dire de nos aînés. Il a tiré le fil jusqu'au bout, de l'alimentation en passant par les activités proposées ainsi que la relation avec les familles. Il a tout repensé pour que les gens se sentent bien chez lui et vieillissent le mieux possible. 2 actions m'ont particulièrement tapé dans l'oreille, si je puis dire. La première, c'est que Florian s'est beaucoup intéressé à l'impact de l'alimentation sur la santé de ses résidents notamment, et pour cela, il a pris des décisions qui ont vraiment changé les choses. La deuxième, c'est que chaque maison de retraite a une scène qui accueille des spectacles tous les jeudis pour divertir les résidents et leurs familles. Je suis certaine que ce témoignage vous inspirera et vous donnera l'envie d'avoir le plus d'impact positif possible dans votre mission professionnelle, même si cela implique parfois de réinventer votre manière de procéder. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Florian Roger et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Florian, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie. Comment vas-tu ? Très bien, pleine forme. Merci beaucoup de m'accueillir. Tu vas nous expliquer peut-être où on est parce que c'est peut-être le lieu d'enregistrement le plus atypique que j'ai vécu depuis le début de Chef. On est dans un salon de coiffure. Effectivement, on est dans un salon de coiffure et on va pas beaucoup parler coiffure aujourd'hui. C'est pas la fonction première. On est dans un salon de coiffure dans une maison de retraite dans le 77. C'est une maison de retraite que tu diriges ? C'est une maison de retraite que je dirige depuis 2 ans et que ma famille dirigeait depuis près de 50 ans. On va parler de ton activité, de ton approche du management, de ton approche de la vie et de l'accompagnement des résidents aussi et de tes collaborateurs autour d'un thème qui me tient à cœur et qui me paraît clé dans les relations humaines, qui est le fait de prendre soin des autres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question rituelle sur Chef. Ça veut dire quoi pour toi, Florian, impacter positivement le monde ? Ces quelques mots, impacter positivement le monde, ça peut être une réponse philosophique quand même. C'est un sacré challenge que d'y répondre. Ce qui me vient à l'esprit, c'est d'impacter les autres, c'est d'être, on va dire, gentil, bienveillant, ou de leur laisser leur place, ou d'être respectueux. C'est le soin, c'est l'attention, c'est le respect. D'impacter le monde c'est des êtres humains, mais c'est aussi des végétaux, des animaux, la planète. Donc qu'est-ce qui fait que sur une petite entité, une petite maison de retraite, on impacte le monde et qu'on essaye de le faire du mieux qu'on puisse en expliquant pourquoi on le fait. Et à partir de ce moment-là, il y a une conversation qui s'ouvre avec les collaborateurs, les familles, il y a des idées qui arrivent et c'est comme ça qu'on avance. Et quand on a réussi à faire tout ça dans sa journée, on se couche un petit peu mieux le soir. Ça fait du bien à l'esprit. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur ta manière de gérer ces établissements, puisque tu en as 2. Ici, on est dans une maison qui s'appelle la Mélodière. Tu as aussi une autre maison de retraite qui s'appelle Mélavie. Exactement. Tu peux me dire à peu près combien de résidents, combien de collaborateurs travaillent dans ces 2 établissements ? C'est 2 établissements tout à fait similaires. Il y a un établissement qui a 87 lits qui est en Seine-et-Marne, donc au milieu des champs, la Mélodière, qui a un parc d'1,5 hectare, qui fait à peu près travailler 75 personnes, qui accueille 87 familles avec les petits-enfants et voilà. Mais la vie, c'est en milieu urbain, c'est à Montgeron, c'est à 300 mètres de la gare RER et 25 minutes de Paris, donc on a une clientèle parisienne qui vient chercher des maisons de retraite moins chères.
On a quand même un demi-hectare de terrain en plein centre-ville. Donc tu as l'avantage d'avoir un cerisier et de rien entendre, et l'avantage de pouvoir aller chez le libraire qui est juste en face. Même quantité de collaborateurs, et c'est des maisons de retraite médicalisées. Ça veut dire qu'il y a des kinés, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des infirmières de nuit. On accompagne jusqu'au bout, et il y a des gros programmes de soins palliatifs, aussi bien pensés pour le résident, ce qu'on va appeler soins palliatifs, mais aussi accompagnement au deuil pour la famille, parce que, alors après c'est une réflexion, mais un deuil bien fait pour les enfants va quand même faciliter leur vie pendant quelques années, tandis qu'un deuil pas fait, mal fait, peut impacter. On a fait un travail avec les équipes, on fait des réunions sur ce deuil et comment le présenter pour que chacun soit à l'aise. Et ça donne le ton de ce qu'on va aborder. Peut-être pour démarrer, on en a beaucoup parlé quand même aujourd'hui des maisons de retraite, pas toujours sous un bon angle, voire sous un angle assez catastrophique avec les dernières enquêtes, livres, etc. qui ont été diffusés cette année. Je ne veux pas croire que ça soit la seule image des maisons de retraite, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi toi ta vision de la manière dont on traite la santé et la vieillesse des Français? La question est grande. Je resterai humblement sur le secteur que je connais, parce que tu as dit santé et ça touche les hôpitaux, ça touche la santé à domicile, ça touche tous les professionnels de santé, et ça, je veux dire, chacun son domaine. Je resterai sur la partie médico-sociale et en particulier grand âge, maison de retraite. Pour un petit historique, c'était ce qu'on appelait les mouroirs, et par des enquêtes, 60% des Français pensent que les maisons de retraite sont des mouroirs. L'État a judicieusement changé le nom de maison de retraite en EHPAD. Alors EHPAD, c'est un peu technique, ça veut quand même dire établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Et l'État, il faut le reconnaître, a investi des sommes colossales et a aidé au financement des maisons de retraite pour les professionnaliser, et finance beaucoup de soignants dans un EHPAD. Et ça veut dire qu'une maison de retraite coûterait le double, au moins, aux Français si l'État ne les payait pas. Les Français n'aiment pas trop les maisons de retraite. Ça fait des jolis sujets pour les infiltrés et les radios avec des images chocs de traitement d'accompagnement de personnes âgées qui sont sur le territoire français. Ce n'est pas partout pareil. La vision, c'est que le monde est en train de changer. Je trouve qu'on est vraiment à un grand virage de ces maisons de retraite. Il y a eu la phase où les petites familles ont fini par vendre à des grands groupes. Si tu veux un ordre de grandeur, sur le 77, en maison de retraite indépendante, sur 160 sites, il en reste 2. Donc tu peux me regarder comme le dernier des Mohicans, il en reste 2. Ça veut dire que les autres, ils sont dans des groupes, ils ont toute une hiérarchie, ils ont toute une aide. Alors, ce qui rend ce métier aussi intéressant, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que le matin, on sait pas toujours ce qu'on va faire. Regarde, aujourd'hui, je tiens un micro, demain, je vais avoir un problème d'ascenseur, faire du RH. La vision du grand virage, c'est la médecine. C'est qu'aujourd'hui, on est vers le healthy, on est vers le bien-être, on est un retour aux sources, on est à l'empreinte carbone. Donc ça serait de manière naturelle de faire de la prévention de santé, de manger bien, qui est le principal carburant de notre corps, tout en gardant du plaisir et de la tradition, c'est-à-dire que le bœuf bourguignon, quand on a un grand âge, reste un moment agréable. De proposer ça aux personnes que nous accueillons, tout en gardant bien sûr, pour les cas importants, les médicaments, le sanitaire, et également d'avoir une entreprise, puisqu'on reste une entreprise, qui soit tournée vers l'environnement, avec des choix de où on achète le gaz, de comment on produit notre électricité, de comment on traite nos déchets, et de se poser toutes ces questions pour les générations futures. Ce grand virage, c'est le bien-être, mais le bien-être dans sa dimension humaine, de prévention, d'alimentation, de bien-être des collaborateurs, de penser à eux, puisque c'est eux qui vont être en relation avec les résidents. Quelqu'un qui, s'ils sont stressés, ils sont pas bien, ça va pas être, ils vont pas être disponibles. Voilà. Et puis l'environnement. Du coup, ça m'intéresse de savoir, toi, comment, avec Mélodie R et Aimer la vie, quels sont les pas que tu essayes de faire dans cette direction? Alors moi, il y a un livre qui m'a beaucoup impacté et qui m'a fait changer. C'est un livre qui s'appelle La fin d'Alzheimer et qui explique que ces grandes maladies dont on ne connaît pas la cause et qu'on ne peut pas soigner s'appellent en fait le diabète de type 3. Ça veut dire que dans notre alimentation, on mange beaucoup trop de sucre ou de glucose et que au fur et à mesure des années,
et c'est pour ça que ça arrive pas trop tôt, et ben notre corps n'arrive plus à le gérer, il y a une résistance à l'insuline, et les connexions neuroniques ne sont plus très bien. L'insuline est indispensable pour nos neurones. Du coup, on développe cette maladie. Bien sûr, c'est pas un traitement, c'est une prévention, mais on peut faire des actions et les proposer à nos résidents pour diminuer ou stabiliser cette pathologie. Et la principale action, c'est l'alimentation. Donc la première démarche, ça a été, au lieu de faire appel à des sociétés de restauration classiques, et qui, voyons honnêtes, qui vont réfléchir par ça coûte tant, donc votre repas jour c'est 4,32, donc le programme ne va pas me sélectionner les tomates qui ont du goût, parce qu'ils vont prendre les tomates les moins chères, ce qui finit par avoir une conséquence dans l'assiette, dans le ventre et dans la tête du résident. Comme je vous le disais au début, la Mélodière est au cœur des champs. Et à côté, on a même un agriculteur qui propose et vend ses produits, qui s'appelle La Cueillette. Donc on a pris la décision de lui acheter ses produits régulièrement, en fonction de la saison. Et donc maintenant, on a un circuit assez court, c'est-à-dire à peu près 200 mètres. C'est assez génial, quand le matin on vous appelle, non, les concombres sont pas encore livrés parce que le camion est embourbé et que ça aura un peu de retard, et vous savez que vos concombres, à 8h ils étaient dans le champ et à midi ils sont dans l'assiette. Donc là c'est gagné. Les courgettes farcies, elles ont changé de goût, les tomates tout simplement, les melons, on dit c'est bon, ils sont bons les melons, tiens. Et puis après on creuse, oui, tout ne vient pas de l'agriculteur, mais on en achète le maximum. Et le but est aussi de sensibiliser les professionnels qui travaillent, plus les familles, en mettant à l'accueil ces mêmes produits en panier ou en vente accessible. Pour dire, on mange, donc on touche à l'empreinte carbone, on mange bio, on se fait du bien au corps. Voilà, c'est l'une des premières actions. Forcément, il a fallu changer toute l'équipe cuisine, le chef était pas d'accord, ça a changé son métier, du coup on a recruté d'autres personnes, mais c'est un métier peut-être plus valorisant, de vraiment faire de la cuisine avec des produits frais, et ça, ceux qui sont recrutés ou ceux qui sont restés, ils sont contents et ça donne un sens. Et là, je crois que c'est un mot important, c'est qu'on se lève le matin, on a un sens, on a un but. C'est important ce que tu dis, parce que tu as à peu près 180 résidents qui sont en pension complète, donc petit déjeuner, collation, dîner. Ouais. Donc ça veut dire que tu as cette approche-là au maximum pour tous tes résidents, tous tes collaborateurs des 2 maisons de retraite, et sur un cycle complet quotidien, 365 jours sur 365 pour les repas. Donc ça a une conséquence forte sur la qualité de vie et sur la santé des résidents qui sont tes clients. Du coup, ça m'a fait penser, avec la super équipe avec laquelle on a traversé le Covid, et on est resté soudés, on a pu travailler avec le médecin sur les 7 symptômes les plus fréquents en maison de retraite, liés au grand âge. Bon, elle les a donnés, elle a une expérience de 30 ans de hôpitaux et maisons de retraite, donc les gériatres. Et de là, on a décliné toutes les médecines douces qu'on proposait dans les établissements. Donc de la réflexologie, à boire du moringa, à boire telle tisane à tel moment, de boire telle quantité, d'avoir des ateliers mémoire, toutes les médecines douces possibles, de changer un peu l'alimentation des gens pour éviter de prendre un médicament derrière. Donc c'est un gros travail. Ça veut dire que le médecin, il a dû se reposer la question de toutes ces thérapies non médicamenteuses, comment il pouvait les inclure et quel était le bien-être pour chaque résident. Donc ça fait un tableau où il y a des centaines de milliers de cases. Elle m'adore. Et à la fin, l'infirmière cadre, elle reprend que Monsieur X, il doit prendre son moringa tous les jours à 16h, parce que le médecin l'a prescrit. Donc c'est sur le plan de soins de l'aide-soignante. Donc l'aide-soignante est impactée, lui sert, etc. Et c'est pas seulement la naturopathe de l'établissement qui va dire faut prendre le moringa, parce que quand elle est pas là, le moringa il s'en va. Ça c'est un petit exemple, mais du coup, comme il prend son moringa, il va un petit peu mieux. Aux séances de kiné, il est un peu plus dynamique, donc il va faire plus de progrès pour le retour à la marche. Du coup, il va être content. Du coup, il va retourner dans le parc. Comme il va retourner dans le parc, il va avoir un peu plus de lumière. Comme il va avoir... Voilà, on est sur un... cercle vertueux. Ouais. Et ça, ça met du temps. Et j'ai pris un peu de temps pour vous décrire du médecin à l'aide-soignante. Mais ça veut dire que tout le monde est impliqué. Et tout le monde, il faut qu'ils adhèrent au projet.
Parce que si on dit donne cette tisane mais qu'on comprend pas, tout le monde a goûté le moringa. Au début, c'est pas très très bon. Là. Et c'est quoi le moringa? Moi, j'ai Ah, jamais le goûté. moringa, c'est une plante qui vient d'Afrique et qui a des vertus. Par exemple, vous buvez une tasse de moringa, il y a plus de potassium que dans 3 bananes. Et la banane est quand même le fruit que les sportifs mangent pour éviter les crampes, parce qu'il y a du potassium. Donc il y a autant de vitamines que 3 oranges. Il y a des vertus, mais il faut les connaître, il faut savoir où acheter le moringa. On fait aussi les fleurs de Bach. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. En tout cas, il y a déjà quelqu'un qui vient dans la chambre du résident et qui lui demande comment il va, qui le regarde dans les yeux et qui s'intéresse à lui. Bon, peut-être qu'on a déjà fait 50% du truc alors qu'il n'a pas encore touché aux fleurs de Bach. Hein. Et après, c'est la personne qui prend son médicament elle-même. Donc ça la responsabilise, elle le fait pas, elle se sent mieux, elle devient acteur de sa santé. Et c'est, je trouve, tout à fait différent que de prendre une pilule bleue, verte, jaune, voilà, et qui finit par avoir d'autres conséquences sur le corps. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi, d'où ça vient, cette envie de prendre soin? Parce qu'il est important d'avoir un sens. Il y a quelqu'un très intelligent un jour qui a dit si tu aimes ce que tu fais, aucun jour de ta vie tu ne travailleras. Et puis ça fait du bien aux gens. Donc si on peut apporter quelque chose à des résidents qui ils ont plus trop le choix. Si je leur donne du pain congelé ou du pain, ils n'ont pas le choix. Hein. Tout d'abord, un côté humain. Après, je suis aussi chef d'entreprise, c'est-à-dire que le monde des maisons de retraite est en évolution. Ça me permet d'avoir une différenciation, d'avoir un vrai projet à présenter. On ne vient pas à la Mélodière ou à Mélavie comme on choisirait une autre maison de retraite où vous voulez vraiment ça parce qu'il y a un projet. Et on propose même à la famille d'être bénévole au sein de l'établissement. On n'a rien à cacher, il n'y a pas d'heure de visite, transparence, voilà. Ça implique la famille. Il y a des familles qui ont lu le livre La fin d'Alzheimer parce qu'on en parle. Et il y a aussi une autre phrase qui m'a impacté, c'est que plutôt que dans ce monde des maisons de retraite, de l'image des maisons de retraite, on peut essayer de mettre de l'argent pour valoriser la maison de retraite et son image, ou on peut tout simplement mettre de l'argent sur faire bien son travail, et ça viendra naturellement que le bouche à oreille dira c'est bien. Et donc j'ai plutôt choisi cette optique. Les plaquettes de la maison sont en papier et sont imprimées par l'imprimante de la maison. Elles sont pas en papier glacé, elles valent pas grand chose, mais je suis pas sûr que ça soit le plus important. Voilà, c'est des choix ça. Après, je préfère... récemment, on a une nouvelle salle du personnel. Je me suis dit, il va faire chaud. On a annoncé des coups de chaleur à 38 en Ile-de-France. Les filles, elles restent sur place, elles ont leur salle de pause, ok, mais s'il fait 38, quand elles vont revenir sur l'établissement qui est climatisé, elles vont pas forcément être disponibles pour Madame X qui lui demande pour la 3e fois de l'accompagner aux toilettes. Donc j'ai choisi de climatiser aussi. Je leur ai aussi prévu de faire un massage d'huile essentielle, mais au personnel. Pour qu'ensuite, quand c'est fait pour le résident, elles comprennent le bien-être que ça peut apporter. C'est des choix, tu fais du bien, les gens sont contents, du coup, t'as moins de problèmes de recrutement. Tu vois, tu agis pas directement sur le problème de recrutement, tu agis, c'est une bonne maison. On s'occupe de nous et... Voilà. Tout en restant dans une réalité économique où on peut pas... tout le monde voudrait plus de personnel, hein, mais donc il faut organiser, discuter. Pour les collaborateurs, il y a aussi quelque chose de nouveau qui a été mis en place, c'est le CARE. Alors c'était ton début, donc c'est tout simplement proposer la télémédecine gratuite pour tous tes collaborateurs. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que j'ai leur mail, leur téléphone portable, je le donne à un organisme et ils ont la possibilité d'appeler le matin quand leur petite fille elle a mal au ventre ou quand il y a un problème de peau ou il y a 40 spécialités. D'avoir un médecin, médecin généraliste dans les 45 minutes et les spécialités dans les 2-3 jours. Ça leur enlève du stress, ils peuvent venir travailler. Il y a toujours un avantage, en fait. Il y a une gentillesse, mais voilà, et du coup j'ai moins de problèmes de remplacement. Ça fait le lien avec quelque chose que tu m'avais dit quand on avait préparé l'échange. Tu m'avais dit, moi je fais la distinction entre le bien-être au travail et le bien-être du travail. Bah oui. Tu peux m'expliquer un peu la différence ou nous expliquer pour les auditeurs de Chef ? Ouais, alors ce n'est pas de moi, hein, c'est de gens qui réfléchissent sur le travail, sur le management. Donc le bien-être, c'est-à-dire que les startups, les sociétés modernes vont mettre des bars à jus, vont mettre des salles de gym, ping-pong...
pour un bien-être au travail, des salles de sieste. Est-ce que je dois proposer mes équipes comme la clim qui puisse faire la sieste le midi, où est la limite, est-ce que c'est bien, est-ce que voilà. Donc ça fait plutôt rêver, hein, c'est un environnement sympa, etc. Mais en attendant, les contraintes et les objectifs qu'ont fait collaborateurs toutes les sociétés sont quelquefois pas smart, c'est-à-dire qu'ils sont pas toujours atteignables dans le temps imparti, ou qu'on leur a enlevé 2-3 personnes de l'équipe et qu'ils sont encore sous l'eau, que leur temps de travail augmente, que les burn-out honnêtement augmentent. Les gens ils veulent travailler, ils sont impliqués, mais finalement ils stressent. Donc ça m'a permis de faire la différence entre le bien-être au travail qui est je paye des choses agréables, un jus frais, avec le bien-être du travail. Je donne un travail qui est agréable à faire, réalisable, et dont je suis fier à la fin. Donc après, on peut poser directement la question, quand on est en confiance avec les gens, là, la tâche que je te file, c'est OK pour toi? T'as tout? C'est bon? La date, la deadline qu'on s'est mise, ça va? Voilà, ça a été une notion assez importante. Il y a des choses qui sont pas toujours agréables à faire. Donc soit on les découpe, soit c'est un peu comme dans un tunnel, quoi. On y va pendant un laps de temps et puis on sait qu'il y a une fin du tunnel. Tu disais dans une réponse à une de mes premières questions, tu me dis moi j'aime bien la transparence et je dis les choses. Quand on est dans un tunnel, j'imagine que... C'est dur, hein. On a traversé le Covid, hein. C'était pas cool. C'est dur, on fait le maximum. Chaque fonction est indispensable. C'est-à-dire que la personne qui assure l'hygiène des locaux est aussi indispensable que celle qui va faire les soins, que celle qui va faire les recrutements. C'est pas parce qu'on est derrière le bureau que physiquement on travaille pas, mais si on n'organise pas et qu'on recrute pas, demain il y a personne. Je me rappelle dans les premières réactions de maisons de retraite, ça m'avait marqué. Pendant le Covid, on savait pas très bien ce que c'était, on tâtonnait tous. Il y a des maisons de retraite qui ont fait le choix de donner, il y avait 2 types de masques. Les FFP2 pour les soignants, parce qu'ils sont en proximité des résidents, et les chirurgicaux pour les femmes de ménage, ASH. Moi, le choix que j'ai fait, j'ai dit, pourquoi la vie et le risque de choper le Covid de la femme de ménage va augmenter son risque en donnant un masque moins efficace par rapport à d'autres salariés. Donc c'est FFP2 pour tout le monde. C'est des choix, on l'explique, et j'avais pas forcément les ressources de changer le FFP2 à la fréquence demandée. Mais on a dit, on préfère vous protéger tous équitablement, mais on changera pas toutes les 8 heures. Les masques, parce que c'était la crise du masque, À un moment, faut être réaliste. Bien-être au travail, bien-être du travail, en fait, tu joues sur les deux. Je mets un modérato parce que c'est pas non plus le monde idéal. Je suis passé par la case diminution de la quantité de personnel au sein de la maison parce qu'il y avait une dérive importante. Donc c'était aussi un changement. Et quand on annonce aux soignants, soyons honnêtes, qu'on va diminuer la quantité de personnel pour se remettre dans des clous normaux, ceux de l'État, on était bien au-dessus et c'était plus viable financièrement. C'est pas facile non plus. Il faut donc réorganiser les choses, il faut voir où on passe du temps, il faut discuter. Je voudrais aussi que tu m'expliques la place du spectacle dans tes maisons de retraite. Oui, bien sûr. Donc là, c'est vraiment l'entreprise familiale, c'était la passion de mon père. Il a fait l'école du cinéma et dans sa maison de retraite, donc la Mélodière, il a fini par construire une scène, une salle de théâtre, avec projecteur, avec rideau rouge, avec décor, avec toutes les lumières que vous pouvez imaginer. Tu m'as dit même avec des jets d'eau. Voilà, la scène s'ouvre et il y a un bassin avec des jets d'eau qu'on met notamment l'été, quand il fait très chaud, parce que ça abaisse la température. Il y a des lumières avec les jets d'eau, voilà, il y a un programme, c'est rigolo. Et surtout, c'est que la scène est au milieu de la maison de retraite. Donc tous les jeudis d'office, il y a spectacle. Donc c'est soit des intervenants extérieurs, soit des membres de l'équipe. Donc qui veut monte sur scène, on se fait des spectacles ensemble, on rigole ensemble, on se balance des seaux d'eau ensemble, on lit des poésies ensemble, on joue du piano, on chante, voilà, en fait on arrive à lâcher un peu prise et à voir les collaborateurs sous un autre angle, avec d'autres passions, d'autres talents, et chacun à sa place. Bien sûr, c'est ouvert aux familles et c'est aussi ouvert aux résidents. C'est moins fréquent parce que préparation d'un spectacle résident, ça demande du boulot. Donc il y a des prompteurs, ils lisent des petites pièces de théâtre. Ce qui est sur le fond, pourquoi ça marche ? Il y a forcément l'implication et le projet, quand tout le monde est dans le même projet, mais ça c'est classique.
Mais pour la maison de retraite, comme les personnes sont dans le grand âge, on souhaite toujours que papy, mamie soient en pleine activité et on l'imagine les cheveux grisonnants en train de faire sa gymnastique douce. Ça, c'est le 3e âge. Quand on vient en maison de retraite, on a parlé de grand âge, 4e âge, c'est que dans EHPAD, le dernier D, c'est dépendant. Donc ça veut dire que le poids des années commence à se faire sentir et que l'activité, l'animation, même si on la souhaite thérapeutique, par moment, on a juste envie d'être là et d'être observateur de l'activité. Du coup, le spectacle est une bonne animation passive pour un grand nombre. Et puis c'est le lieu où on a des micros, donc tout le monde entend, les ateliers mémoire, ils se passent là, c'est convivial, on sait que c'est la place du village, hein. Donc c'est la touche qu'on a sur les établissements. Voilà. Quel est le retour des familles par rapport à cette spécificité ? Et les familles, on a des troupes de théâtre en fait qui viennent. Là, au mois de juin, on avait une troupe qui est venue le vendredi soir, qui a fait représentation, 120 personnes le samedi soir, et c'est ouvert à l'extérieur. Et donc les familles sont invitées, il y a la fête des familles qui tourne sur YouTube d'ailleurs. Super. Je voulais aussi qu'on parle d'une question qui fâche parfois, mais qui est la question de l'argent. Tu l'as un peu abordée. Parfois, on oppose les deux. On se dit, on peut pas faire bien et que ça soit rentable. Comment toi, tu gères cette opposition ou pas ? Comment tu abordes la question entre faire bien, donner des produits sains à manger à tes résidents, etc. et en même temps la rentabilité de tes maisons de retraite ? C'est marrant parce que cette question, elle tarabuste tout le temps. On ne peut pas être humain quand on sait compter. Je me rappelle ma thèse, c'était EHPAD, humanité et profit. Je crois que c'est regarder pas assez loin que de pas vouloir mettre un petit peu d'argent dans les tomates. Ok, ce mois-ci, je vais gagner moins d'argent parce que je vais avoir payé les tomates plus cher. Par contre, tout le monde va savoir que les tomates sont bonnes et je vais avoir une réputation de on mange bien. Donc je vais avoir des clients. Faut peut-être le dire, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a 10% des lits de maisons de retraite en France qui sont vides. Pas chez moi. Donc, finalement, ils gagnent. Je dors mieux la nuit, l'établissement est plein, je fais pas de la commercialisation à court terme, et j'investis l'argent plus sur la qualité de vie de mon résident, centré sur le résident, plutôt que sur des plans com qui va rien apporter au résident. Je vais prendre un exemple marquant. C'est pendant le Covid. C'est le Covid. L'une des méthodes au début, c'était d'isoler les résidents en chambre pour pas que le Covid se diffuse. On était en avril, on annonçait un été caniculaire. Si les résidents restent en chambre et qu'il fait 40 degrés, ok, ils vont pas mourir du Covid, mais ils vont mourir de la chaleur. Et on connaît l'impact canicule sur les personnes âgées. Donc le choix à ce moment-là, en plein Covid, ça a été de lancer des appels d'offres pour climatiser toutes les chambres de la maison de retraite. Si en plus, je dois aller voir le banquier pour trouver les fonds, qui me les refuse parce que le modèle économique de l'établissement est pas bon, etc., voilà, là, ça y est, c'est la fin, quoi. Donc il faut, une sécurité financière, il faut qu'elle soit sur la bonne pente pour pouvoir faire ces choix-là. Mais ça veut pas dire que je dis, je m'en fous, de toute façon, je trouverai d'autres résidents, et non, je climatise toutes mes chambres. Et les étés d'après, mes collaborateurs, ils travaillent tous à bonne température. Quand c'est canicule, on s'en occupe même plus, on appuie sur un bouton, les collaborateurs sont plus dispo, les résidents sont moins déshydratés, les familles sont rassurées, et après quand vous venez visiter la maison de retraite et que vous devez en choisir 3 ou 4 et que vous regardez les avis sur Google, parce que c'est ça le monde maintenant, entre une maison de retraite, et il y en a pas beaucoup, qui a une pièce climatisée, ce qui est la réglementation, et une maison de retraite où toutes les chambres sont climatisées, vous allez choisir laquelle. Donc finalement, j'ai dépensé il y a 2 ans, je gagne mes 10% de remplissage, entre guillemets, puisque pour certains, c'est des choses très importantes, ce mot remplissage, taux d'occupation, quoi. Il y a la question du temps, et du temps long, en fait, que tu abordes. C'est-à-dire que toi, tu as une vision de ton entreprise, de tes entreprises dans la durée, parce que par ailleurs, c'est un héritage que tu as reçu de ta grand-mère, de ton père, et puis maintenant, c'est toi qui dirige ces établissements. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, cette notion de temps long. On a envie d'avoir un profit très rapide, immédiat, parce qu'on ne sait pas où on sera demain. Et voilà. Je ne sais pas si tu as un regard par rapport à ça, par rapport au temps.
au temps qui passe aussi, ou qui passe peut-être plus lentement quand on a 80, 90 ans, et peut-être les personnes que tu côtoies au quotidien? Alors mes collaborateurs diraient que je suis plutôt impatient. Quand j'ai une idée, un projet, j'ai envie de voir son effet ou de le mettre en place. C'est plus une stratégie. Là, c'est un chemin d'entreprise qui met du temps à s'expliquer, parce qu'on a parlé bien-être de tout le corps et on a même parlé de limiter la maladie d'Alzheimer. C'est quand même un scoop, hein. Après, c'est aussi parce que je suis attaché au mur, c'est-à-dire que j'ai pas le choix. Demain, je ferai encore ça. La contrepartie qui est la slow life, prendre le temps de... C'est comme l'idée du voyage. Est-ce que l'important dans Saint-Jacques-de-Compostelle, rien à voir avec les religions, mais qu'est-ce qui est important? C'est d'arriver à Saint-Jacques? Ou c'est tous les rencontres, échanges, réflexions, moments du chemin? L'important du chemin est sur le chemin. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est que toi, ton intention, c'est de prendre soin de l'écosystème, donc des résidents, des collaborateurs, des familles, de la structure aussi, parce que c'est une structure à laquelle tu es attaché. J'essaye à mon niveau. Et ça retouche au bonheur, c'est-à-dire que même en travaillant, on peut avoir des moments de bonheur. Et puis c'est plutôt mieux parce que vu le temps qu'on y passe, faut mieux que ça soit plaisant. J'avais mis ça d'ailleurs dans une annonce un jour. Vu le temps qu'on passe au boulot, mieux vaut que ça soit plaisant. Et j'ai recruté une infirmière comme ça, elle m'a dit, cette phrase m'a parlé, j'ai appelé, et du coup, je viens travailler chez vous. Voilà. Et super. Peut-être pour terminer, Florian, on a parlé de plein de sujets. J'aimerais bien peut-être comprendre, toi, qu'est-ce qui a forgé tes convictions, les convictions que tu portes aujourd'hui? Peut-être ton parcours, ton histoire, tes rencontres. Alors, tu nous as cité des histoires, des livres que tu as lus, mais... qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es le chef d'entreprise que tu es aujourd'hui? Du coup, je suis bon élève, je vais le faire court. Hein. Je suis bon élève, maths sup, maths spé, ingénieur des mines. Je peux tout faire. Et c'est pour ça que j'ai encore des copains que je vois travailler connectés devant un PC pendant 8 heures par jour, 9 heures par jour, 11 heures par jour, et qui m'ont pas l'air d'avoir une vie de rêve, en tout cas. À la sortie de l'école, je me suis dit que ça, c'est un choix personnel. Cette phrase, je préfère être roi d'un lac que dauphin dans un océan. Pourquoi? Parce que je maîtrise mon lac avec tous les problèmes. Hein. Il peut ne plus y avoir d'eau, trop de pêcheurs, pas assez de poissons, ou dauphin dans un océan, mais je dépendais de... voilà. Donc l'idée de liberté qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont morts pour cette liberté, elle m'est assez chère. Ça touche aussi la liberté des collaborateurs ou des managers que j'ai. Je souhaite vraiment qu'ils développent leur management et je leur donne toutes les cartes, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de leur recrutement. Je leur fais confiance. Mais s'ils font mal le boulot et qu'ils sont obligés de recruter 2 fois, ils travailleront 2 fois. Après, bien sûr, je suis né dedans. Hein. À 6 ans, je faisais du vélo dans le parc et à côté des fauteuils roulants, donc j'ai aussi un respect vis-à-vis de ces aînés à qui j'ai parlé depuis tout petit et qui apprennent au fur et à mesure des leçons de la vie, notamment la maladie d'Alzheimer où il y a des fenêtres de lucidité qui sont assez impressionnantes, c'est-à-dire qu'une dame de 3 heures du matin qui est assise dans un couloir et qui est complètement à l'ouest toute la journée et la nuit qui devient un peu plus réaliste et qui dit je sais où je suis mais j'y arrive plus et qui vous parle comme vous et moi avec sa maladie. C'est aussi le choix de dire je fais un métier qui a un sens, c'est-à-dire que à mon niveau, j'essaye d'apporter du bien-être à des gens. Que ce soit des collaborateurs, que ce soit des familles, que ce soit des personnes que j'accueille, avec les contraintes sociétales, plutôt d'entreprise, de toute l'entreprise, c'est-à-dire que oui, il y a des impôts à payer, oui, il y a des formulaires à remplir, oui, il y a des normes à respecter, et tant mieux. Voilà, c'est un choix et je changerai pas de métier parce que ce qui m'a aussi fait choisir, c'est que j'ai vu mon père qui avait une activité complètement très variée. C'est-à-dire qu'entre le problème du jardin, de la sculpture d'un tronc d'arbre, au problème RH, au problème des banques, au problème informatique, au Wi-Fi sur l'établissement, aux sonnettes, aux familles, au deuil, je trouve que c'est d'une richesse très sympa. Et j'essaye de parler vrai à mes proches collaborateurs, parce que je peux pas parler à tout le monde, pour communiquer cette envie, et ce qui fait que cette équipe elle est à peu près stable et qu'on fait des choses. Voilà. Merci beaucoup Florian pour tout ce que tu fais et merci de ton témoignage sur Chef. Merci à toi. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Florian Roger ?
De mon côté, je retiens quelques punchlines qui vont me servir de trame pour ce débrief. Je crois que c'est regarder pas assez loin que de pas vouloir mettre un petit peu d'argent dans les tomates. J'aime beaucoup cette phrase qui résume bien l'intention de Florian et surtout son bon sens. Au-delà de l'impact de l'alimentation sur la santé des résidents, je retiens surtout que Florian voit loin et qu'il construit un projet durable et viable dans la durée. C'est avec cette vision long terme qu'il a de l'impact. Il cherche bien sûr à être rentable pour continuer à investir notamment chaque année, mais il ne cherche pas à maximiser son profit court terme, car c'est ce court terme qui l'amènerait à rogner sur le prix des tomates. Donc pour avoir de l'impact, je retiens cette notion de temps long. Et j'ai pris un peu de temps pour vous décrire du médecin à l'aide-soignante, mais ça veut dire que tout le monde est impliqué. Ce que je retiens ici, c'est la volonté de Florian à ce que toute son équipe soit impliquée dans la mission de l'entreprise. Au-delà de comprendre le sens de la mission et d'y prendre part, ils sont vraiment responsables et acteurs pour faire vivre la mission dans leurs tâches quotidiennes. Quand j'ai rencontré Florian et qu'on a enregistré l'interview à la Mélodière, j'ai rencontré ses équipes et ses résidents. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pu constater à quel point ces équipes sont concernées par leur mission. Les résidents les plus lucides comprennent aussi cette mission et sont impliqués dans leur santé, dans la relation qu'ils ont avec les soignants. Bref, ils vivent ensemble et c'est vraiment très beau à voir. C'est aussi le choix de dire je fais un métier qui a un sens, c'est-à-dire que à mon niveau, j'essaye d'apporter du bien-être à des gens. Vous savez que j'aime bien dire qu'on est le chef de sa vie et que c'est à nous de savoir quel chemin on emprunte pour nous sentir bien dans notre vie et dans notre travail. Le chemin qu'emprunte Florian avec la Mélodière m'inspire à la fois par la mission qu'il s'est choisie, mais aussi par ce qu'il en fait. On pense parfois qu'avoir de l'impact, c'est de changer le monde à grande échelle. Et l'exemple de Florian est intéressant parce que son impact à lui, c'est déjà de s'occuper de 180 personnes âgées et dépendantes. Et en faisant cela le mieux possible, il a un impact bien plus large, puisqu'il touche les familles de ses résidents, ses équipes qui travaillent à la Mélodière et auprès des résidents. Il travaille aussi avec la cueillette d'à côté, et avec tout ça, il a de l'impact sur le village, la ville et le territoire dans lesquels sont implantées ces maisons de retraite. Et puis, j'espère aussi que Florian, avec son témoignage, il aura un impact sur vous, chers auditeurs et chères auditrices de Chef. J'ai envie de terminer cet épisode sur une question. Et pour vous, ça veut dire quoi avoir un impact positif sur le monde ? J'ai très envie d'avoir vos réponses à cette question. Vous pouvez me les partager sur LinkedIn ou sur Instagram en cherchant Sophie Plumer ou Chef Podcast. À très vite pour un prochain épisode.